Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Pendant que Macron instrumentalise les autistes, eh bien, Roselyne Bachelot, elle, veut raser des églises. Avant de traiter ces informations, je voudrais d'abord remercier, comme il se doit, tous ceux qui permettent à la réinformation de vivre. Merci JL Kenzo, merci Patrick pour vos super thanks. Et puis vous avez été très nombreux à réagir sur l'information que Brigitte Macron avait choisi un projet architectural pour le moins étonnant puisqu'elle voulait poser un phallus sur Notre-Dame. Eh bien, l'Élysée a eu peur véritablement de cela, puisqu'ils ont envoyé leurs chiens de garde, les fact-checkers de Libération, pour expliquer que tout cela n'était que rumeur. Eh bien, ce que je vais faire, pour commencer cette vidéo, c'est fact-checker les fact-checkers de Libération. D'abord, quand ils expliquent que ce sont les réseaux sociaux complotistes qui ont affirmé ce genre de choses, ils mentent. Ils mentent parce qu'ils ne donnent pas exactement l'extrait que je vous ai fourni, qui vient d'un livre de Roselyne Bachelot, 682 jours. Vous l'avez lu en même temps que moi, vous le savez, il n'y avait strictement aucune ambiguïté. Lorsqu'ils expliquent que c'était d'une mauvaise intention des réseaux sociaux, là encore, ils mentent, puisque c'est le journaliste William Godbert de RTL qui a balancé l'information. Cette information a été reprise par l'ensemble de la presse de province, cela va de la Dépêche jusqu'à la presse féminine, comme Gala, qui ont présenté ce geste architectural voulu par Brigitte Macron comme audacieux, moderne, et puis je ne sais plus si c'est Gala ou Voici qui avait expliqué que c'était une sacrée coquine, cette Brigitte Macron. Donc on avait de la presse de province, on avait de la presse nationale, on avait de la presse féminine, tous ont repris cette information. Deuxième mensonge de Libération du fact-checking. Enfin, ils ont expliqué que Brigitte Macron n'avait absolument pas choisi ce projet. Attention, lorsqu'on lit le passage de Roselyne Bachelot, il n'y avait strictement aucune ambiguïté. Les Macron voulaient un geste nouveau architectural. Ça avait été écrit par Roselyne Bachelot. Donc là encore, un mensonge. Et puis, comme ils veulent noyer le chien, eh bien ils expliquent que de toute façon, ce projet qui était choisi par Brigitte Macron ne ressemblait en rien à un phallus. C'est le projet Aria du cabinet de design Bouchara. Alors là, ça c'est énorme puisque personne n'a jamais vu ce projet architectural, à l'exception de Brigitte Macron, Emmanuel Macron, et puis j'imagine les différents conseillers, et Roselyne Bachelot. C'est Roselyne Bachelot qui a expliqué qu'il ressemblait à un phallus et qu'il avait été choisi par Brigitte Macron. Les réseaux sociaux n'ont strictement rien à voir avec cela. Ce qui est assez extraordinaire lorsque vous lisez l'article de fact-checking de Libération, c'est qu'ils font en sorte que Bachelot ne soit jamais incriminé. Et on comprend pourquoi. Parce que quand Roselyne Bachelot écrit cela, elle sait très bien que cela va faire le buzz, et ça je vous l'ai dit. Manifestement, elle a utilisé cette carte pour dire à Emmanuel Macron, maintenant, il faut que je rentre en grâce. Tu m'as écarté, tu m'as blacklisté dans une certaine mesure. Eh bien, si tu ne me remets pas en grâce, moi, je parle. Et c'est ce que nous voyons. Roselyne Bachelot, maintenant, se met à défendre le couple présidentiel. Et d'ailleurs, elle est comme ministre de la Culture dans une certaine mesure, puisqu'elle nous explique, C'est dans l'air, puisqu'elle fait la tournée des popotes pour vendre son torchon, eh bien elle nous explique cette chose bien étonnante. Donc il va falloir choisir. Et arrêter de sauver des petites églises sans intérêt, écrivez-vous. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses. Il y a des églises qui ont une forte connotation affective, parce que... on s'est marié dedans, on a baptisé les enfants, on a enterré son grand-père ou son père. Mais il y a un patrimoine cultuel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt. Il faudra se résoudre à les voir raser. C'est ce que vous expliquez. Ou alors, il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident, cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir ou les collectivités publiques, il va falloir qu'ils se recentrent sur un patrimoine notoire. Voilà, il faut raser des églises. Notre-Dame a brûlé d'un incendie. Il y a de très nombreux actes antichrétiens et notamment de sacrilège dans nos églises. Et bien maintenant, il faut passer à l'étape suivante, les raser. Alors, deux prétextes sont invoqués par Roselyne Bachelot. Le premier prétexte, il n'y aurait aucun intérêt à l'architecture de ces églises du XIXe siècle. Ça, c'est un mensonge éhonté. Au contraire, elles sont très belles. C'est une honte de dire cela. Mais nous savons que les bourgeois élitistes mondialistes détestent ce XIXe siècle au niveau architecture et au niveau de la peinture, notamment la peinture académique, parce que tout simplement, cette peinture, elle était très française, elle défendait
la grandeur de notre pays. Donc il faut la cacher, la détruire. Et puis, elle nous explique aussi, Roselyne Bachelot, qu'il n'y a pas d'argent, que l'État est ruiné, donc on ne peut plus s'occuper de l'entretien de ces monuments historiques. Pourtant, lorsqu'on regarde le budget du ministère de la Culture, il est consacré en très grande partie à l'art moderne. L'art moderne que les Français n'aiment pas, qui leur sont imposés. Mais nous savons tous pourquoi il y a énormément d'argent consacré à l'art moderne. Parce que c'est de la spéculation. Un artiste contemporain a besoin de l'appui du gouvernement pour voir augmenter sa cote. Et plus il y aura d'expositions et plus le ministère de la Culture investira dans ces artistes, plus ils vendront très cher, très très cher leurs œuvres. Et qui les achète? Eh bien, que des milliardaires. La boucle est bouclée depuis Jacques Lang, c'est pas compliqué. On investit dans l'art moderne pour faire monter la cote de ces artistes qui sont après achetés souvent avant que la cote monte et revendus. Ce n'est que du business. Par contre, l'entretien de nos petites églises de village, c'est terminé. Vous pensez, ces villages, ils n'ont plus de médecins, ils n'ont plus de commerce, les collèges ferment, et puis tous ces gens paient des impôts et ils n'ont en retour aucun service. Où vont tous les impôts que nous payons? Nous le savons maintenant, hein, c'est pour permettre à Emmanuel Macron d'exister manifestement. Puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, il a donné une forme d'entretien, il a été questionné par des autistes d'une association qui s'appelle Papotin. Que je dise pas Popotin, ça serait un mauvais jeu de mots. Donc, il a donné une interview où, à l'intérieur, France 2 a valorisé le président de la République. Il a besoin, Emmanuel Macron, de se faire valoriser en ce moment pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui le montrent immature, la Coupe du Monde. Il y a le geste architectural de Brigitte Macron qui rappelle quand même que nous avons un couple qui n'est pas tout à fait sain au niveau de l'esprit. D'autant plus que de temps en temps, la presse nous donne ce genre d'informations. Cette professeure, évidemment, a fait 6 ans de prison pour avoir couché avec un élève de 14 ans. Évidemment, il n'y a pas de rapport avec le couple présidentiel. Enfin, si, peut-être. Car en effet, l'épisode de Notre-Dame a fait revivre le fait que Brigitte Macron est une personne un peu anormale, avec un esprit mental particulier. Et lorsque vous avez ce genre d'informations, vous comprenez ce qui est dit sur certains réseaux sociaux qui accusent Brigitte Macron d'avoir commis un acte répréhensible. Alors Emmanuel Macron est obligé maintenant de revenir à sa technique favorite, c'est-à-dire présenter un délit, une faute, comme quelque chose de positif. Faire de votre faiblesse un avantage. Il nous avait fait le coup pendant la campagne électorale de 2017. Il s'était mis en scène, une mise en scène romantique, entre lui et Brigitte Macron. Et là, il va choisir des autistes pour réapparaître comme un grand sentimental. Oui, un grand sentimental. Une mise en scène qui va être signée France 2. Il y a des journalistes qui se complaisent à ce genre d'informations. C'est là encore quelque chose d'assez stupéfiant. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout l'extrait parce que je n'ai pas les droits, mais juste le générique de fin qui vaut déjà son pesant de cacahuètes. L'acteur formé par Brigitte Macron a des sourires complices avec ce monsieur qui est un autiste. Ils se tiennent par le bras, ils se regardent, et puis vous avez cette musique très sentimentale. Et on sait ce que signifie la musique. Macron, c'est vraiment un chic type. Il pense aux gens. C'est quelqu'un qui est proche des gens. C'est ce que nous avons entendu d'ailleurs de la bouche de Brigitte Macron la semaine dernière. Alors, on va essayer d'expliquer ce que c'est, ce que vous avez vu. Il y a une association, Papotin, qui a pris l'habitude de transformer ses élèves autistes en journalistes. Ils avaient interrogé autrefois Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce ne sont pas deux consciences, si vous me permettez, deux vertus, ces deux présidents. Le fait que déjà ils aient joué le jeu montre à quel point ils instrumentalisent les autistes à leur profit. Parce que je voudrais juste rappeler un petit élément de rhétorique. Lorsque vous voulez persuader, c'est-à-dire manipuler les émotions de votre auditoire, vous utilisez l'éthos. Qu'est-ce que c'est que l'éthos ? C'est les émotions que vous allez présenter. Là, Macron, le comédien de Brigitte, nous présente tout en sourire, en complicité, il a de l'empathie, et puis c'est bien relayé par une musique sentimentale.
Je n'ai jamais vu un tel niveau de propagande à la télévision française. On parle bien d'Emmanuel Macron, celui qui a donné des règles extrêmement dures pendant le Covid, qui a enfermé les Français, qui a été sans pitié. Et là, on nous le présente comme un bon gars. Je pourrais faire du point Goldwyn, mais je préférerais éviter. Voilà, donc tout ça, c'est de la manipulation. Et il va être donc face à des élèves autistes qui vont lui poser des questions. Alors, on va regarder les différents types de questions qui vont évidemment faire briller Emmanuel Macron. L'amour est aussi largement évoqué. Donc, on va présenter Emmanuel Macron sentimental. L'un des journalistes se demande pourquoi ce n'est pas possible, alors quand on parle de journaliste, c'est un jeune autiste, se demande pourquoi ce n'est pas possible qu'un patient tombe amoureux d'une encadrante. Je pense que le principe de l'amour, c'est que tout est possible. L'amour, tu ne choisis pas tellement, ça te tombe dessus. Remarquez qu'il est complètement en train de dire que l'élève autiste qui est peut-être amoureux d'une encadrante, on lui dit qu'il n'a pas le droit, et Emmanuel Macron lui dit « Non, non, tu peux y aller, vas-y, c'est l'amour ». Et en plus, il est responsable. Et un jeune homme tend ensuite un papier manuscrit, alors j'ai vu la scène, lu par le président, où il est noté « Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof ». Manifestement, c'est quelque chose qui revient chez les autistes parce qu'on leur explique qu'ils ne peuvent pas aimer les gens qui les encadrent, c'est normal. Et on leur a donné certainement ce genre de raison. Et Macron, le sourire aux lèvres, confie « Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas. Et puis c'est ma prof de théâtre, donc ça ne compte pas pareil. » Ça ne compte pas pareil. Et en quoi ce n'est pas pareil? Quelqu'un pourrait m'expliquer? L'éducation nationale ou une institution privée, lorsqu'elle confie des enfants à un professeur, il doit respecter les règles. Qu'il enseigne le théâtre, le macramé, la zumba ou les mathématiques, c'est la même règle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans le monde anglo-saxon, si un professeur commet ce genre de délit, eh bien il risque la prison. Macron fait des règles suivant ses désirs. C'est le principe même d'ailleurs de la tyrannie. Cette émission, donc, n'était qu'un faire-valoir pour permettre à Emmanuel Macron de briller. Et ce qui est épouvantable, c'est que lorsqu'un autiste a posé cette question, mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Eh bien, Emmanuel Macron, rien. Comme tous les vampires, il a bien sucé le sang, il peut laisser les victimes vivre leur vie par la suite. Voilà, il faut s'appeler Emmanuel Macron pour atteindre un niveau de cynisme de ce niveau-là. C'est tout à fait scandaleux. Parce que le véritable Emmanuel Macron, nous l'avons vu particulièrement dans son discours sur la santé. Vous en avez entendu parler, vous, de son discours sur la santé? Eh bien non, pour une raison simple, c'est que ça a fait un flop phénoménal. Regardez en effet ce qu'écrit Philippe Murer. Macron prononçait un grand discours sur la santé publique qui a fait un grand flop. Il l'avait annoncé pourtant dans les journaux à grand renfort de publicité. Normal, le budget de la santé publique est en baisse de 3,3 en 2023. Par rapport à l'année précédente, alors qu'il faut enlever déjà 7% d'inflation. Voilà. Emmanuel Macron ment. Et lorsqu'on regarde ses propositions, que je suis allé chercher dans le monde, sur les moteurs de recherche, parce que plus personne ne parle de son fameux discours de la santé, on s'aperçoit que c'est une succession de gadgets, d'effets d'annonce. Mais il y a un propos qui est véritablement intéressant, qui montre à quel point le monde dans la santé est dans une situation dramatique. Dès la fin de 2023, les 600 000 patients avec une maladie chronique, sans médecin traitant, s'en verront proposer un, auquel il faut ajouter tous ceux qui n'ont plus de médecin traitant parce qu'ils vivent dans un désert médical, comme ma mère par exemple. Donc, nous sommes dans un hôpital qui n'est plus capable d'accueillir les patients aux urgences sans qu'il y ait de graves dysfonctionnements. Nous avons vu en effet des patients mourir. Nous avons des médecins qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Nous avons des soignants qui démissionnent parce que les conditions de travail sont épouvantables. Et je voudrais aussi rendre hommage une fois de plus à tous ces soignants suspendus parce qu'ils ont refusé quelque chose, vous savez quoi. Et lorsqu'on interroge, des gens de la Macronie, cela donne ce genre de propos inacceptables. Mathias Vargon, s'il y avait des médecins dans les petits villages, c'est parce qu'il y en avait trop. Il raconte n'importe quoi alors que le président, dans une certaine mesure, vient de le contredire. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour défendre n'importe quoi. Et nous avons encore une fois une illustration avec une des ministres
de ce gouvernement, une porte-parole plus exactement, Olivia Grégoire. En effet, elle s'est vantée sur un plateau de télé qu'elle avait divisé par 3 la facture de la boulangère de Sarlat qui était venue se plaindre. Eh bien, la boulangère a expliqué dans cet article, tenez, je vous le mets en plus grand, dans cet article de Sud-Ouest, la boulangère de Sarlat dément les propos tenus par la ministre Olivia Grégoire à son égard. D'autant plus que tous les boulangers de la région sont tombés sur la boulangère de Sarlat en disant « Ah oui, tu as des connexions au ministère, toi on te divise par 3 ta facture alors que nous sommes en train de crever. » Et en plus, elle est passée pour une foi jaune, bien évidemment. Vous imaginez un ministre qui est capable de mentir en direct à la télévision? Mais certains me diront, ne s'en étonnent pas, parce que Olivia Grégoire aurait supervisé la production d'articles sous faux profil lorsqu'elle était cadre d'Istra selon d'anciens salariés. Et quels étaient ces articles? Eh bien des articles de pure propagande au service d'Emmanuel Macron. Voilà les gens qui entourent Emmanuel Macron, des desperados, j'ai envie de dire, comme Mathias Vargon, ou des menteurs chevronnés comme Olivia Grégoire. Et je laisse de côté les autres, j'en ai suffisamment parlé. C'est ça le véritable Emmanuel Macron. Et lorsque les Français qui n'en peuvent plus essaient de manifester, eh bien, on censure leurs manifestations en expliquant qu'il n'y avait quasiment personne. Et lorsqu'on regarde les chiffres sur les réseaux sociaux, c'est évidemment bien différent. Il y avait du monde dans les manifestations, mais selon le journal quotidien, eh ben, ce fut un grand flop. Toujours l'inversion accusatoire. Et quand certaines personnalités comme notre ami, et là ce n'est pas ironique, c'est un économiste patriote chargé de l'écologie, Philippe Murer, essaie d'aller manifester, eh bien les CRS l'en empêchent. Vous avez la vidéo sur son fil Twitter, c'est absolument inouï, parce qu'il détient une arme véritablement très dangereuse. Vous avez vu l'arme qu'il détient? Eh oui, vous avez deviné, c'est un drapeau français. Aujourd'hui, quand on défile avec un drapeau français, eh bien on ne peut pas aller dans un cortège, parce qu'on a quelque chose de dangereux dans les mains. On a l'impression, encore une fois, de rêver. Je vais terminer cette vidéo en vous rappelant que Xavier Moreau a fait une très bonne vidéo, le bulletin numéro 115. Je vous le conseille puisque, en effet, il fait le bilan de l'Ukraine 2022. Quels sont les objectifs qui ont été atteints ou qui méritent d'être améliorés par l'armée russe? Je vous invite vraiment, c'est un travail extraordinaire. Ne ratez pas le dernier bulletin de Xavier Moreau. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.